bonjour à tous et à toutes. Donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Dufief, qui est donc originaire de Challans par sa mère, qui vit maintenant à Dijon, qui est mariée, qui a 2 enfants et qui donc est bipolaire depuis 25 ans. Voilà. Écoutez, bonsoir, merci de votre accueil. Bonsoir. Alors la première question, Véronique, que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que la bipolarité ? Comment est-ce que vous pourriez décrire ça ? Alors la bipolarité, c'est quelque chose dont tout le monde a un peu l'expérience de manière plus ou moins intense. Si je vous parle des hauts et des bas, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Alors pour les bipolaires, les hauts et les bas, c'est pas comme ça. Alors, j'ai dit comme ça, c'est pas comme des petites vagues qui ondulent doucement sous une petite brise, c'est des montagnes russes qui vont très haut, qui vont très bas. Donc, vous imaginez l'inconfort. Déjà, quand vous êtes mélancolique et que vous vous dites, c'est pas grave, je vais attendre que ça passe et puis que le beau temps revienne. Alors là, quand les périodes de dépression ou d'euphorie sont très saccadées et ressemble à un paysage non seulement vallonné mais presque fracturé, c'est très difficile à vivre parce que effectivement ça va avec une très grande instabilité intérieure. Ce que les médecins ou les psychologues appellent une labilité des émotions. Labile, ça veut dire quelque chose qui change très facilement, très vite et très radicalement. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui va réagir soit en positif, soit en négatif, de manière très violente aux moindres sollicitations de la vie. Et donc, c'est une maladie qui a un caractère très spectaculaire puisque il peut y avoir à la fois des périodes extrêmement longues de déprime, d'apathie, d'aboulie, où on a envie de rien, où on se traîne, où se lever le matin, c'est quasiment une ascension de l'Everest. Et puis, il va y avoir d'autres périodes d'euphorie, ce que moi j'appelle les hautes crêtes. Alors là, apparemment, tout va très bien. On a plein d'énergie pour faire des tas de choses. On fait des plans sur la comète pour les 40 ans à venir. On est prêt à aller au bout du monde et à emmener tout le monde avec soi. Le problème de l'euphorie, c'est qu'elle peut aussi basculer dans une manifestation extrêmement pathologique qu'on appelle, dans le cas des bipolaires, bouffée délirante. Ça veut dire qu'on peut aller quasiment dans le délire. Alors, le mot délire est peut-être pas forcément un mot qui recouvre une réalité psychiatrique pour le commun des mortels. Ça a un petit côté rigolo. C'est le délire, la foule en délire, ça évoque des choses positives. Le problème du délire chez les bipolaires, c'est que il y a une telle dépense d'énergie et il y a une telle détresse qui se cache derrière ce besoin de voir des signes partout que après, moi, toutes les bouffées délirantes que j'ai pu faire, j'en ai fait plusieurs, il me fallait toujours au moins 1 an pour me remettre sur mes pieds. Donc en fait, il y a des bipolaires qui aiment surfer sur cette vague-là parce qu'on est à peu près aussi bien que si on avait fumé un joint, sauf qu'il n'y a pas de joint et qu'on sécrète tout seul les substances euphorisantes. Donc ça peut être grisant. On peut être aussi excessivement séduisant pendant ces périodes-là, ou en tout cas vraiment attirer le beau monde. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte très très vite que c'était un grand danger, un grand péril et une fragilisation très coûteuse, puisque effectivement, il faut quasiment que toutes les saisons refassent un cycle complet avant qu'on puisse recommencer à vivre une vie à peu près paisible. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, pour le moment, c'est une première approche. On va peut-être compléter tout à l'heure. Oui. Et vous, dans le livre où vous décrivez justement un peu, ce que j'ai oublié de dire, que donc vous êtes auteur de plusieurs livres, ce qui est quand même assez important, c'est d'où votre venue ici. Dans La souffrance des armées, je vais prendre un propre, qu'on voit ici. Voilà, ici, donc là, vous décrivez votre expérience de la bipolarité, ce que vous avez pu vivre, avec dans une écriture assez jolie, assez poétique. On sent que c'est quelque chose qui vous habite vraiment. Oui. Et vous commencez par une mise en abîme assez forte, avec 3 citations que je vais relire juste, qui sont comme un cheminement. L'heure des ténèbres, l'épouvante, la détresse et l'angoisse l'envahissent. Citation de Job.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour, Cantique des Cantiques. Et la troisième de l'Exode, je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Dans ces 3 citations, à la fois c'est assez étonnant. Job, on comprend que vous le choisissiez dans un sens, parce que c'est vraiment l'expérience de la souffrance, etc. Vous continuez avec le Cantique des Cantiques, qui là peut paraître assez étonnant. Et donc vous finissez par l'Exode. Est-ce que ces 3 citations que vous choisissez sont le parcours, un peu le cheminement que vous avez pu faire sur 25 ans ? Alors, c'est effectivement peut-être les 3 composantes de ce mystère qui accompagnent la fragilité psychique, c'est-à-dire à la fois une grande détresse, le sentiment que on descend un petit peu aux enfers, que quand on tombe malade, on sait qu'on n'en a pas pour la vie, mais enfin qu'on en a quand même pour des années très longues. On ne sait pas si on réussira à s'en sortir. Donc c'est vrai que les premières années où la maladie s'est déclarée, j'ai vraiment eu le sentiment que les représentations qui sont faites dans la Bible ou dans différentes œuvres d'art des enfers avaient été conçues par des gens qui avaient traversé des souffrances abyssales, des souffrances sans fond. Hein, il faut voir que les personnes qui sont bipolaires, il y en a peut-être dans votre entourage. L'angoisse, c'est pas 1 heure dans la journée, c'est pas 1 journée dans la semaine, c'est pas 1 semaine dans le mois, c'est pas 1 mois dans l'année. C'est souvent plusieurs années dans la vie et c'est quelquefois effectivement un parcours qui peut occuper quasiment, moi pour ce qui me concerne, la moitié de la vie que j'ai vécue jusqu'à présent. Donc ça veut dire que comme dans le psaume, le matin je me réveille et je me dis à quand le soir, et le soir je m'endors en me disant à quand le matin, parce que c'est aussi invivable le matin que le soir, le milieu de la journée que le milieu de la nuit. Et on ne sait pas pourquoi on est plongé dans un tel enfer, on ne comprend pas ce qui arrive, on a l'impression, comme chez Astérix, mais c'est moins drôle, que le ciel nous est tombé sur la tête, et on est complètement assommé par cette espèce de fracas qui déboussole complètement. Et en même temps, je fais référence au Cantique des Cantiques et donc à cette maladie d'amour dont une chanson a dit que c'était une maladie de la jeunesse. Et effectivement, moi, quand j'avais 15 ans, je rêvais déjà d'être écrivain. Ça a commencé même avant, quand j'étais petite fille. J'ai commencé déjà à écrire des poèmes. Et quand j'avais 15 ans, j'avais ce désir de devenir écrivain. Et pour pouvoir être un écrivain digne de ce nom, je voulais entrer dans l'intelligence de la vie, comprendre qui j'étais, comprendre pourquoi j'étais sur Terre, et je voulais approfondir ce questionnement pour avoir vraiment quelque chose à partager avec les autres. Et rétrospectivement, j'ai le sentiment que cette maladie, cette bipolarité, elle m'est pas arrivée comme un événement extérieur, objectif, qui me serait tombé dessus comme un cancer ou comme une autre maladie, mais que d'une certaine manière, tomber malade, pour moi, ça a été peut-être le plus court chemin pour aller, c'est en tout cas le sentiment que j'ai rétrospectivement, pour aller là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à une attitude face à la vie qui est devenue non plus une attitude de peur, d'angoisse, de souffrance, de tristesse, de désespoir. J'en profite pour dire entre parenthèses que la bipolarité est une maladie mortelle à cause des suicides. Moi, j'ai fait 2 tentatives, donc voilà, il faut savoir, c'est une maladie qui tue. Hein. Et c'est une maladie qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, donc qui est considérée comme une invalidité importante. Moi, je connais des bipolaires qui sont en invalidité. Hein, donc ça peut avoir des répercussions vraiment très très graves sur la vie de la personne et sur son entourage. Mais pour reprendre ce que j'étais en train de dire à propos de ce désir d'amour, plus j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé, et plus j'ai eu le sentiment que, au départ, il y avait une soif d'amour tellement forte, tellement profonde, tellement violente, que c'est un peu cette soif d'amour aussi qui m'a fait exploser
en 1000 morceaux, parce que je ne voyais pas comment aller vers cette expérience radicale que je désirais d'intimité avec le Seigneur, d'intimité avec Dieu. Voilà. Donc il y a dans cette maladie quelque chose qui ressemble à un langage, comme si cette maladie avait pu me dire des choses que j'avais besoin d'apprendre pour comprendre qui je suis, pour comprendre ce que c'est que la vie et pour devenir capable d'entrer véritablement en relation avec autrui, alors que pendant toute une partie de ma vie, entrer en relation avec autrui, c'était quasiment une commotion. C'est-à-dire quelque chose qui était complètement dynamité, parce que quelquefois, c'est une question que je pose à mes étudiants, puisque je suis prof aussi, je leur demande quelle différence faites-vous entre une barre de HLM et un poète. Alors, je n'ai jamais de réponse à ma devinette, et je donne toujours la réponse qui consiste à dire il n'y a aucune différence entre les deux, parce qu'ils ont tous les deux des paraboles sur toute la façade. C'est-à-dire que quand on est bipolaire, on capte tellement de choses en même temps que tant qu'on n'a pas compris comment on fonctionnait, effectivement, la réalité est un tsunami. C'est-à-dire que on se prend tout dans la figure, et on se prend tout dans la figure, pas seulement les choses négatives, mais les choses positives aussi sont une cause de souffrance. Les joies, elles débordent, on pleure, enfin c'est quelque chose de très très expressif et qui manifeste effectivement avec quelle porosité et quel dénuement on se trouve par rapport à la réalité qui nous submerge perpétuellement. Donc il faut apprendre à comprendre comment ça marche. Et rien que ça peut prendre du temps. Moi, j'ai fait une thérapie pendant une dizaine d'années à Paris. Et puis, une fois que je suis arrivée à Dijon, j'ai recommencé à nouveau un travail pendant 3 ans et demi parce que je ne savais pas quoi faire de mon désir d'écrire. Je ne pouvais pas vivre sans. Je ne pouvais pas vivre avec, c'était infernal, c'était comme une injonction ou comme une épée fichée dans les reins à laquelle je ne pouvais pas répondre librement. Et donc, il y a eu tout un cheminement pendant des années de lutte, de bagarre, de soutien aussi de mes proches, de ma famille d'origine, de la famille que j'ai pu fonder et de toutes les personnes qui ont fait corps avec moi pour me soutenir par la prière, par la tendresse. Donc une grande bagarre et puis la découverte que petit à petit, voilà, il y a une présence, il y a la présence de Dieu. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit, selon une parole qui est donnée dans l'Exode. Et vous entendez bien que le verbe guérir, il est mis au présent. Il n'est pas mis au passé. C'est pas je suis le Seigneur, celui qui t'a guéri. Description de la guérison qui serait totalement fausse. On n'est pas guéri du jour au lendemain. D'ailleurs, quand on est bipolaire, on l'est jusqu'à la fin de ses jours. Il y a seulement une stabilisation possible au bout de quelques temps qui permet de mener une vie vivable. Mais il y a l'idée aussi que quand on cherche le Seigneur, on n'a jamais fini de guérir des blessures de la vie et on peut continuer sur ce chemin à se laisser habiter de plus en plus par cette présence qu'on a désirée toute sa vie et à accueillir petit à petit la vie, à consentir à ce qu'elle apporte. Et ça, c'est un travail qu'on n'a jamais fini de faire, et c'est pas pour rien que ça s'appelle un travail, parce que le mot travail on l'utilise aussi pour les femmes qui sont en train d'accoucher. Ce travail, c'est aussi un accouchement, c'est aussi un chemin vers la vie. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Si, merci Véronique. Voilà. Et justement, dans une interview que vous avez donnée pour La Croix, vous disiez que guérir, c'est être capable de souffrance. C'est quand même assez contradictoire avec les théories qu'on a plutôt en vogue aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un peu Alors, expliciter ? il y a plusieurs choses qui sont un petit peu compliquées. Il y a d'abord le dolorisme dont on accuse souvent la foi chrétienne, cette espèce de complaisance masochiste à dire voilà, il faut souffrir ou il faut en baver pour arriver à quelque chose. Donc c'est pas du tout de ça qu'il est question, mais c'est peut-être une réflexion un peu provocante qui permet de réfléchir aux différents sens du mot souffrance en français. Bien sûr, il y a la souffrance synonyme de douleur, mais il y a aussi la souffrance
comme lorsqu'on dit qu'un paquet ou qu'une lettre est restée en souffrance à la poste, n'a pas encore trouvé son destinataire. Et donc il y a l'idée, quand on dit que nous sommes des êtres en souffrance, ça veut dire que nous sommes des êtres de désir, nous sommes dans l'attente de quelque chose qui puisse vraiment combler notre cœur, qui puisse apaiser notre soif d'amour. Donc il y a cette idée que, quoi qu'on fasse, on est habité par le manque. Or, aussi étrange que ça puisse paraître, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ignorent qu'ils sont en souffrance. On en voit tous les jours autour de nous des gens qui vont pas bien, ça crève les yeux de tout le monde qui sont pas bien, et on a l'impression que eux, ils font tout ce qu'il faut pour faire comme si de rien n'était, et qui chantent à toute tête d'une manière extraordinairement stridente. Tout va très bien, madame la marquise. Alors on les voit boiteux, bancals, de traviole, ils font tout de travers, mais il y a qu'eux qui s'en aperçoivent pas. Et ça, moi je suis passée aussi par une phase comme ça, où ne sachant pas comment me protéger contre cette espèce de raz-de-marée perpétuel, je me suis enfermée dans ce que j'appelle un bunker, dans une espèce de forteresse, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais peut-être protégée de ce qui me blessait, mais que j'étais aussi privée de ce qui m'aurait donné la vie. Et à ce moment-là, j'ai fait exploser les choses. Mais on en a tous les jours autour de nous, des gens qui se tuent au travail ou qui utilisent le travail ou le surtravail comme pour se shooter véritablement. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Toutes les années où j'ai passé les concours qui m'ont permis de devenir prof et d'enseigner à l'université, vraiment, j'ai utilisé le travail comme une drogue parce que c'était la seule chose qui me permettait de tenir. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas tenir comme ça toute la vie. Voilà. Donc, accepter d'être en souffrance, c'est aussi accepter d'être vulnérable, et c'est accepter que on va pas être Wonder Woman ou Superman à faire des contorsions faramineuses pour prouver à tout le monde que on est sans faille et qu'on résiste à toutes les épreuves de la vie, mais au contraire, on va s'engager sur un chemin où la force qu'on va pouvoir mobiliser pour affronter la vie, cette force, elle procède directement du consentement à la fragilité. C'est-à-dire, effectivement, accepter que je ne suis pas surpuissant, je ne suis pas monsieur propre, nettoyant surpuissant à qui aucune crasse ne résiste, mais je suis, comme l'indiquait il y a quelque temps une publicité pour une campagne de la prévention routière que je trouvais très mignonne, où on voyait une boîte à œufs, avec dedans des petits passagers, donc la boîte à eux qui faisait office de voiture, dedans des petits passagers en forme d'œuf. Il y en avait 6 dans la boîte et qui disaient « Sur la route ou au volant, nous sommes tous fragiles ». Et bien, si vous rayez le début de la phrase, vous avez « Nous sommes tous fragiles ». Et alors, par rapport à la conscience naïve que j'avais quand j'avais 15 ans, où je classais l'humanité en 2 catégories, les hypersensibles et les autres, les crocodiles, les dinosaures, tous ceux qui ont la croûte épaisse. Et finalement, ce que je suis en train de découvrir maintenant, puis je le découvre de plus en plus avec ces livres qui me permettent de rencontrer plein de gens qui s'interrogent sur leur fragilité, qu'effectivement, on est tous fragiles. Et la différence entre ceux qui n'en ont pas l'air et ceux qui acceptent de l'être, c'est qu'il y en a qui se blindent, qui se protègent, qui mettent des armures et qui n'ont pas compris que s'ils mettent une armure, ils ne vont pas pouvoir monter à cheval tout seuls, ils ne vont pas pouvoir descendre de cheval tout seuls, et s'ils se cassent la gueule, ils ne pourront pas se relever tout seuls. Donc avoir une armure, c'est bien, ça protège, mais c'est très coûteux, parce qu'on est totalement dépendant des autres et on a un attirail qui est lourdingue. Et puis aller se doucher avec son armure, c'est pas très commode. Faire l'amour avec une armure, il y en a qui y arrivent, mais c'est pas commode non plus. Donc autant vivre sans armure, parce que voilà. Et donc il reste un dernier sens du mot souffrance pour finir mon petit tour du monde de vocabulaire. Dernier sens du mot souffrance, c'est un mot qu'on trouve avec le verbe souffrir dans un usage un peu désuet que j'aime beaucoup, qui était une formule de politesse comme on n'en entend plus maintenant, quand on voulait demander quelque chose à quelqu'un et qu'on lui disait « souffrez que je vous pose une question ». C'est pas beau ça? Et dans ce sens-là, le mot souffrir a le sens de « consentiriez-vous à ce que je vous pose une question ?» Et pour moi, c'est vraiment le cheminement vers lequel mène la souffrance, c'est-à-dire que petit à petit, ce qui a été une douleur, une violence subie, devient un chemin
où petit à petit, et chaque jour, on peut recommencer, et on n'a jamais fini de le faire, mais c'est ça qui est nourrissant, et c'est ça qui donne la saveur, le goût merveilleux de la vie, où on n'a jamais fini de consentir à ce qui nous arrive, et d'accueillir la vie comme elle se présente, et d'épouser la vie comme si c'était la plus merveilleuse des princesses, ou le plus merveilleux des princes charmants. Voilà, ma Et petite pour histoire. arriver à ce consentement, donc ça fait 25 ans que vous êtes bipolaire, donc Oui. vous avez quand même fait un petit peu de cheminement. Oui, Et votre livre, ce qui est surprenant, c'est que vous dites que, en fait, le début un peu de votre cheminement, c'est que vous faites une prière et pim, 3 jours après, vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc ça, c'est le début, donc c'est quand même assez abrupt comme réponse à une prière. On attendrait quelque chose d'un peu plus positif de la part de Dieu. Comment est-ce que vous relisez ça aujourd'hui ? alors effectivement, quand j'ai commencé à aller franchement mal, ça faisait pas mal de temps que j'allais mal, mais comme je disais tout à l'heure, je m'en rendais pas compte ou je ne voulais pas l'admettre. Donc c'était un peu aussi la définition de la névrose. Hein. On souffre et on souffre un petit peu sans en avoir vraiment conscience, en étant un peu dédoublé par rapport à ce personnage qui souffre, comme si la souffrance était à distance et qu'elle ne nous concernait pas personnellement. Et puis, j'ai commencé à aller vraiment pas bien. J'étais perdue, je cherchais comme une âme en peine. Je frappais à toutes les portes où je suis allée en pèlerinage avec le pèlerinage des étudiants à Chartres. Je suis allée frapper à ATD Carmonde parce que j'étais tellement malheureuse que je pensais qu'il fallait que je me rende utile à quelque chose. Enfin, j'étais absolument désespérée. J'ai fini par aller un soir à un groupe de prière charismatique rue Madame, où il était proposé que ceux qui le souhaitent donnent une intention de prière à haute voix. Et moi, j'ai demandé quelque chose d'aussi simple que ce que je vais vous dire maintenant. J'ai dit « Seigneur, brise mes carcans ». Et effectivement, 2 jours après, j'étais à l'hosto. Alors, pendant un certain temps, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui s'était vraiment passé autour de cette demande, parce qu'au début, j'ai été vraiment en pétard contre les charismatiques en disant, quand on n'est pas bien ou quand on est borderline, c'est pas des endroits à fréquenter parce que l'ambiance est tellement fusionnelle et tellement symbiotique qu'effectivement, ça peut aider à décompresser et que c'est pas forcément souhaitable. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais si, quand même, Véro, la prière, tu l'as faite ? Et elle a été exaucée. Et ça, pour moi, ça a vraiment été le premier pas vers la guérison, c'est-à-dire cette guérison qui consiste d'abord par un acte fort, qui consiste à dire, je ne peux pas continuer comme ça, je m'arrête, je tombe malade et je tombe amoureuse en même temps, et j'accepte ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que il peut me falloir plusieurs années, même peut-être la moitié de ma vie, peut-être même toute ma vie, pour me relever de cette espèce de catastrophe, d'effondrement. Voilà. Et alors, il y a eu effectivement toute une période de bagarre pendant laquelle, par tous les moyens, j'ai essayé de chercher ce qui pouvait m'aider à vivre. Donc, ça a commencé par apprendre à demander de l'aide. En général, demander de l'aide, on n'ose pas toujours, ou on compte sur ses propres forces. Donc un premier progrès, ça a été d'accepter que je pouvais demander de l'aide, que je pouvais appeler au secours, et que ça ne dérangeait pas forcément les gens, et que les personnes que je sollicitais pouvaient être heureuses aussi de partager avec moi ce questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? Voilà. Et puis, il y a eu effectivement une période de révolte, de rébellion, où je me disais, écoute, où je me faisais une idée un peu idiote des gens que j'appelais les gens normaux. Je disais, ils ne se rendent pas compte de leur bonheur, tout baigne, ils ne se posent pas de questions. Et puis, il a fallu du temps avant que j'admette que tout le monde, à un moment ou à un autre, se pose des questions. Et puis, petit à petit, effectivement, les choses se sont apaisées. Des concours de circonstances qui fonctionnaient comme des cercles vicieux, petit à petit, sont devenus des cercles vertueux. C'est-à-dire que progressivement, j'ai compris que j'avais pas forcément à lutter contre moi, j'avais pas forcément à me débarrasser de certains aspects de moi qui me plaisaient pas ou qui me fragilisaient, mais que je devais apprendre à faire bon ménage avec moi-même et que je devais ne pas vouloir séparer le bon grain de l'ivraie et que ce qui m'avait perdu allait peut-être me sauver un jour. Et donc petit à petit, il y a eu un aplanissement qui s'est fait, un apaisement progressif, mais je crois qu'il y a pas mal de bipolaires qui se bagarrent énormément. Il y a une
une lectrice qui est devenue une amie maintenant qui a 77 ans, Lily. La première fois qu'elle est venue à la maison, elle est venue avec un paquet comme ça de récits, de prospectus, de tout ce qu'elle avait fait pendant toute sa vie pour lutter contre la maladie. Donc il faut vraiment, c'est la bagarre, et puis l'agonie, en grec c'est le combat, l'agonie pour les bipolaires, c'est pas seulement la fin de la vie, c'est toute la vie. Et puis après, j'ai envie de dire, la vraie bagarre, elle commence justement quand on rend les armes. Je parlais d'armure tout à l'heure. Le jour où on accepte que lutter ne nous appartient plus et que la seule lutte qu'on a désormais à mener, c'est de se rendre disponible pour ce que la vie apporte, c'est de l'accueillir et c'est de consentir à ce qu'on est, c'est-à-dire arrêter d'avoir peur de ce qu'on est. Et ben, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un chemin qui peut commencer où on n'a plus de raison d'avoir peur de rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est devenu invincible, ça veut dire qu'une confiance profonde peut s'établir dans notre cœur et que petit à petit, ce qui a été à l'origine de tout ce qui était pathologique dans notre vie peut devenir une source de joie. Je prends juste un exemple puisqu'on est en Vendée. Il y a 2 ans, on est venu pour la première fois au Puy du Fou avec mon mari et nos 2 filles. Et je crois que c'est au Puy du Fou que j'ai découvert que je n'étais plus agoraphobe. J'ai longtemps souffert d'agoraphobie, je ne pouvais pas aller faire mes courses le samedi, c'était impossible pour moi, ça me rendait malade. Une fois j'ai vu une manif, rien que de voir les manifestants, c'est-à-dire une foule envahir la rue, j'étais obligée de rentrer à toute allure à la maison parce que voilà, ça c'était pas supportable pour moi. Et au Puy du Fou, déjà à cause de l'accueil qui est réservé par les Puy-Folins, les gens sont paisibles, les gens vont et viennent. Et puis le soir pour la ciné-cénie, les gens ont fait une hola. Je savais pas ce que c'était, je suis jamais allée à un match de foot. Et puis j'ai découvert que je pouvais être dans la foule et dans cette vague merveilleuse et que j'étais comme une petite goutte d'eau dans l'océan et que je pouvais être une petite goutte d'eau dans l'océan. J'étais pas perdue, j'étais la petite goutte qui, accumulée avec toutes les autres petites gouttes, faisait cette vague merveilleuse. Et donc, ce qui avait été pendant toute ma vie une source d'angoisse, une source de souffrance, et là, je découvrais la douceur d'être avec les gens, d'être avec tout le monde. Et maintenant, régulièrement, je vais faire les courses le samedi avec ma fille, et je me dis, on se plaint qu'il n'y a plus personne à la messe, mais si on va faire les courses le samedi, on s'aperçoit que les gens, un de leurs bonheurs dans la vie, c'est d'être ensemble. Alors on peut crier comme on veut. Après la société de consommation, les caddies, Carrefour et compagnie, moi je suis désolée, maintenant que je peux aller faire les courses le samedi avec tout le monde, je découvre qu'il y a quelque chose de ce qu'on cherche aussi quand on va à la messe. Quand tout le monde fait ses courses en même temps le samedi. Vous n'avez pas remarqué, au supermarché aussi, c'est pareil. Tous les petits vieux, ils vont faire leurs courses le samedi parce que le samedi, il y a du monde et que le reste de la semaine, ils sont tout seuls. Donc, tant qu'à faire, autant être avec tout le monde quand on fait les courses. Voilà, c'est un exemple de la manière dont les choses peuvent bouger. Alors, j'en profite juste pour dire juste une petite chose aussi à propos de la bipolarité. C'est une maladie terrible, je la souhaite à personne. Mais elle a quand même un avantage, c'est que comme tout est grossi, comme tout est spectaculaire, il y a tout un tas de choses qu'on peut observer de manière très éloquente. Alors que dans la vie ordinaire, quand on a un tempérament plus j'allais dire océanique, plus tempéré, on voit pas forcément les choses. Mais par exemple, juste un exemple, pendant des années, je suis restée tapie à la maison, je sortais très peu, si possible les jours où il y avait personne en ville. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé à aller mieux, je ne pouvais pas mettre les pieds dans les rues de Dijon sans rencontrer quelqu'un que je connaissais. Alors, ça a été tellement flagrant que j'ai absolument pas pu mettre ça sur le dos de Dijon. C'est pas Dijon qui avait changé. Et c'est simplement que j'avais plus besoin de sortir dans ma bulle, protégée, enfermée dans mes pensées. Hop, je pouvais sortir comme ça, toute ouverte, toute poreuse, que c'est comme les satellites, ou comme les fusées là, qui ouvrent un petit peu leurs ailes. Et puis, j'avais plus peur de rencontrer les gens. Au contraire, pour moi, c'était un réconfort dans la journée. Je pouvais prendre appui sur ces rencontres. On échange un petit mot, on se donne du courage, on se donne un petit peu de joie. Et en avant nous autres pour la fin de la journée.
Et vous le dites souvent dans votre livre, justement, la place de l'autre et l'importance de cet accompagnement que vous avez pu avoir apparemment aussi avec des personnes âgées. Oui. Dans un deuxième ouvrage, là, que je présente sans post-it, ici, dans Bonjour Vieillesse, où là, vous faites des portraits, en fait, de personnes âgées. Et on sent que que vous avez rencontré toute ma vie, maintenant, toute votre vie, il y a des tantes, une grand-mère, une voisine, des personnes de passage, des amis, etc. Et vous en faites des portraits avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour. Et on sent justement, à travers ces différentes rencontres, à quel point à la fois ce sont des personnes qui vous ont accompagné, on sent, dans la maladie, comme cette personne qui est votre première fan, qui a lu tous vos écrits et qui va vous soutenir dans ce rôle d'écrivain que vous avez mis du temps à éclore, on assumer, va dire, assumer. Oui. Et puis d'autres bipolaires que vous avez rencontrés. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire vraiment dans cet ouvrage ? Pourquoi un ouvrage sur la vieillesse ? Alors, il y a 3 raisons toutes simples. D'abord, parce que je suis très malheureuse du sort qu'on réserve aux vieux dans notre monde. Les débats récents sur l'euthanasie m'ont beaucoup touchée, beaucoup atteinte. Donc, ça a été un peu le déclencheur. Les raisons profondes, c'est que il y en a 2. La première, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment, à cause des caractéristiques de la bipolarité, de faire une expérience un peu anticipée de la vieillesse, de sentir que les forces s'en vont, qu'on a le goût à rien, qu'on est un peu surnuméraire et qu'on n'a plus sa place parmi les autres. Et puis aussi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que pendant toute la période où j'allais vraiment pas bien, les amis de mon âge ont rempli leur office, m'ont beaucoup aidé. Ma famille aussi m'a beaucoup aidé. Mais j'ai trouvé auprès de mes amis qui étaient en âge qui auraient pu être mes parents ou mes grands-parents, j'ai trouvé une douceur, une tranquillité, une disponibilité. Elles avaient leur vie derrière elles. La seule chose qui leur restait à faire maintenant, c'est d'être là, d'être bienveillante, de prendre leur temps, d'être dans cette douceur extraordinaire. On n'a pas besoin de faire des choses pour prouver quoi que ce soit. Et j'avais mon amie Hélène, je ne sais pas comment je l'appelle dans le livre, je ne sais plus, parce que j'ai donné des noms d'emprunt à tout le monde pour préserver la dignité de chacun. Quand j'allais chez elle, elle me disait, mais écoute Véro, quand tu viens, on n'est pas obligé de causer, on n'a pas un rôle social à tenir, on n'a même pas un rôle d'ami à tenir. Quand tu viens là, t'es fatigué, si tu veux, tu vas dans la chambre du fond de l'appartement, tu te reposes, tu sais que je suis là, t'es mieux que si t'étais restée toute seule dans ta maison à te morfondre, et puis tu reviens quand tu veux. Voilà. Eh ben, j'ai jamais dormi, du coup, c'est vrai, parce que j'étais beaucoup trop anxieuse à l'époque. Mais quand j'allais pas bien, mon mari me disait, écoute, va voir Hélène, tu reviendras toujours mieux que quand tu es partie. Et c'était vrai. Hélène, elle me faisait du bien. Et donc une chose qui me révolte profondément, et c'est aussi pour ça qu'il y a deux veines, une veine de tendresse et de douceur dans le livre, et puis une veine de, je monte au créneau pour dire ce que je pense, parce que vraiment, il y en a marre d'ostraciser les vieux qu'on met dans des maisons de retraite à la périphérie des villes et qu'on voit plus du tout avec nous, qui partagent plus notre vie de tous les jours. C'est que les personnes âgées, c'est pas seulement qu'elles peuvent prier parce qu'elles ont du temps si elles sont croyantes, c'est qu'elles peuvent faire un bien fou. Elle peut faire un bien fou, et pourquoi est-ce qu'on se priverait du bonheur d'être ensemble et du bonheur de partager ce qu'on a de meilleur à partager. Et dans une société où il faut toujours avoir fait les choses avant de les avoir commencées, où il faut surtout pas respecter les limites de vitesse pour faire ce qu'on a à faire, parce qu'au boulot, il faut les avoir finis pour avant-hier, et ben les personnes âgées, elles sont là et elles nous disent « Et pourquoi on prendrait pas notre temps ?» Et pourquoi on redécouvrirait pas tous ensemble que la seule chose de vraiment importante qu'on a à faire sur Terre, c'est d'être là, d'être les uns avec les autres. C'est d'être là. Et quelquefois, quand je dis ça, il y a des gens qui tiltent, et puis il y en a d'autres qui disent c'est bien joli d'être là, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans ce cas-là, j'invite tout le monde à mettre les choses à l'envers. Observer ce qui se passe quand on n'y est pas.
Loup y es-tu, m'entends-tu, hein? Et ben le loup est dans le bois et la sauvagerie nous retombe dessus. Parce que quand les parents sont au téléphone et s'occupent pas des gosses qui sont en train de foutre le bazar dans le train et d'emmerder tout le wagon, hein, et ben là, c'est un exemple typique où rien ne va plus et où on n'est pas accueillant les uns vis-à-vis des autres et où tout le monde se rend insupportable. Les parents, parce qu'ils sont au téléphone, ils n'y sont pas. Les enfants, parce qu'ils sont insupportables et qu'ils réclament une fessée qu'on ne veut pas leur donner. Et le reste du wagon qui n'ose rien dire. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un trublion quelque part, quelqu'un qui fout le bazar et qu'une autre personne se permet de demander un petit peu de paix et de tranquillité, c'est toujours la personne qui demande la paix qu'on engueule. Vous n'avez pas remarqué ça ? Toujours la personne qui demande à ce qu'il y ait un petit peu de respect et un petit peu de silence et un petit peu de calme, qu'on évacue comme la personne dérangeante. Voilà, donc je trouve que on a besoin de vivre les uns avec les autres et on a besoin de vivre les uns avec les autres jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ouais, on sent que vous faites une ode aux personnes âgées. Je voulais dire juste quelques passages là qui donnent un peu le ton et l'esprit du livre. Je parle plutôt de l'avenir que tant de gens ne parviennent pas à se donner, celui d'une vieillesse en paix avec elle-même, en paix avec la vie, en paix avec le destin. Je trouve ça assez joli, cette notion. On sent vraiment qu'elle vous tient à cœur, de justement être là, la personne qui est en paix, qui est elle-même et qui finalement n'a plus que sa vie à vivre, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un autre passage, donc là c'est deux personnes différentes. Donc là c'était par rapport à une personne que vous appelez Raymond. Et là, c'est par rapport à Léo Caddy, dont vous faites un très joli portrait de personnes âgées. Elle était totalement là pour moi, et cette disponibilité accueillante, aimante, d'une vieillesse consentie, mettait un vulnéraire infiniment apaisant. Voilà. Et donc, on retrouve cette question de la paix, mais aussi du coup de cet accueil que vous avez pu trouver auprès de toute cette personne. Cette hospitalité, oui. Oui. Voilà. Et alors une remarque aussi que je me faisais, donc vous commencez la souffrance des armées avec un abîme, on rentre directement dans une sorte de combat spirituel où justement l'écriture est quelque chose de difficile et où vous parlez de crise mystique entre guillemets, où vous dites mais en fait c'est difficile et ça sera sans doute toujours difficile de ne pas se prendre pour le sauveur du monde. Donc là on rentre directement dans quelque chose où on sent à la fois que vous avez une spiritualité forte que vous avez envie de vivre et en même temps cette lutte qui reste quand même un peu présente, même si aujourd'hui, vous savez, vous êtes plus rentré dans la vie, entre guillemets. Et vous terminez, je ne sais pas si vous avez noté, les derniers mots que vous donnez dans le deuxième, dans Bonjour vieillesse. On est dans une sorte de prière. Ce sont des vœux que vous donnez. Me laisser peu à peu tellement habiter par le Dieu auquel je crois qu'il soit encore en moi, comme je n'y serai plus. Si je dois un jour ne plus y être et ne plus reconnaître ceux mêmes que j'ai le plus aimés, c'est mon vœu le plus cher désormais, j'y emploie toute ma vie. Oui, il y a un développement. C'est l'idée que il y avait aussi cette arrière-pensée dans la composition de ce livre Bonjour vieillesse que normalement, si Dieu nous prête vie, on sera tous vieux un jour. Et donc, le meilleur moyen de se préparer à être vieux un jour, c'est pas de bosser comme des malades en se disant à la retraite, je me rattraperai, mais c'est de commencer dès maintenant le chemin qu'on sera de toute façon obligé de faire quand on sera vieux. Et donc, il y a l'idée de se préparer à bien vieillir, de se préparer à bien mourir. Et puis, il y a effectivement cette hantise là avec ce mot d'Alzheimer qui est à la bouche de tout le monde dès qu'on a un trou de mémoire et on en plaisante immédiatement. Avec cette peur terrible aussi de perdre la tête. Je crois que c'est ce qui fait le plus peur dans la vieillesse les 3/4 du temps. Et moi, comme j'ai une petite expérience de la folie, dont je ne fais pas d'ailleurs un palmarès d'anciens combattants, mais disons que l'amour de la vie a fini par tellement faire sa place dans mon cœur que si un jour je dois être dans cet état d'être là sans plus y être, je voudrais bien que ce que je suis vraiment soit encore là. C'est ça un petit peu mon horizon dans la vie, c'est-à-dire que même si j'ai perdu la tête entre guillemets, je voudrais être devenue d'ici là suffisamment gentille pour que la gentillesse elle soit encore au rendez-vous.
Et je trouve que si on doit se fixer des objectifs dans la vie, ça c'est vraiment pour moi un horizon pour lequel j'ai envie de me préparer, parce que je me dis que c'est pas si grave. Si on est encore ensemble à ce moment-là, si on arrive à être ensemble et donc à surmonter aussi la peur de cette étrangeté qui peut nous envahir avec cette maladie qui est très déconcertante, qu'on peut aller tout doucement, qu'on peut se laisser conduire et que rien de ce qui nous arrive ne peut nous être néfaste, pourvu qu'on ait confiance et pourvu qu'on se laisse vraiment conduire comme un petit enfant. Merci Véronique. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Non ? Alors peut-être pour finir, juste par rapport à votre parcours et justement par rapport à vos questions un peu, à la lecture de votre livre La souffrance des armées, là ce combat, cette difficulté que vous avez pu vivre justement entre la frontière spirituelle et psychique, est assez ténue, et je me demandais comment est-ce que vous faites la part en vous des choses. Oui, alors ça c'est quelque chose d'assez subtil et en même temps très très profond. C'est-à-dire que moi je le vois de plus en plus aussi en partageant avec d'autres bipolaires que j'ai l'occasion de rencontrer maintenant. Chez beaucoup de bipolaires, il y a une dimension mystique et il y a une dimension que moi j'ai qualifiée de mystico-dingo. C'est-à-dire que et c'est une dimension qui est reconnue par les médecins qui entrent dans leur diagnostic, puisqu'ils peuvent parler quelquefois de théopathie, c'est-à-dire de maladie de Dieu. On est malade dans la relation à Dieu, une théopathie. Et le psychiatre qui s'occupe de moi, qui est un merveilleux médecin, m'a dit une fois, mais tous les ans à Noël, j'ai plusieurs Jésus qui arrivent à la clinique. Et donc en fait, cette espèce de folie de se prendre pour Jésus sauveur du monde, pendant longtemps j'ai cru que c'était mon histoire perso. Pas du tout. On est très très nombreux à se prendre pour Jésus. Et même je commence à découvrir que c'est pas seulement les bipolaires qui se prennent pour Jésus, mais c'est un vaste club. On pourrait presque l'officialiser en lui donnant un nom officiel, la ligue de tous ceux qui auraient aimé être Jésus, ou de tous ceux qui voudraient être Jésus et qui savent pas comment s'y prendre pour l'être vraiment. Et donc effectivement, il y a quelque chose de très troublant, parce que entre le moment où je me prends pour Jésus et où je suis désespérée, où je suis en détresse parce que je sens que j'y arriverai jamais tout seul, et le moment où je découvre que Jésus, c'est nous. Et c'est juste un problème de pronom personnel. Jésus, c'est pas moi. Jésus, c'est nous. Et si j'entre en relation avec les autres, et si chaque personne que je rencontre dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, maintenant, si en la rencontrant, je pose sur son visage le nom de Jésus, et si je me dis, c'est Jésus qui vient à ma rencontre, même le collègue, j'en ai un en tête, qui me vient toujours en tête chaque fois que j'en parle, je me dis vraiment, c'est pas possible que Jésus soit dans son cœur, celui-là, il est vraiment trop insupportable. Si, Jésus est dans son cœur, et c'est simplement moi qui sais pas le voir. Et simplement ça, si entre le balayeur qui est en train de ramasser ce que d'infâme laisse sur le trottoir sans penser qu'il y a quelqu'un qui va les ramasser derrière, si je lui dis bonjour en passant, c'est Jésus. La caissière au supermarché, c'est Jésus. Le gars qui me bouscule dans le tram, c'est Jésus. Ça peut paraître idiot, mais c'est un petit peu aussi c'est une des variantes de la prière de Jésus que font les orthodoxes, c'est-à-dire cette prière du cœur, cette prière incessante de passer sa vie à prononcer le nom de Jésus. L'associer ce nom de Jésus au visage de chacune des personnes qu'on croise dans sa journée, ça nous permet d'être Jésus ensemble. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous. Puis j'ai oublié la suite, mais c'est pas grave. Enfin, on a vraiment cet appel d'être Jésus tous ensemble. Et donc, je crois que la folie, c'est de penser qu'à soi tout seul, on va réussir à être Jésus. Ça, c'est pas possible. Ça rend fou, ça rend vraiment malade, et c'est pas la peine d'essayer. C'est trop destructeur. Par contre, on peut essayer tous ensemble et à nous tous d'être Jésus. Voilà.
Et donc c'est peut-être cette différence que je ferais, juste une différence de pronom personnel. Merci Véronique. Voilà. Merci beaucoup d'être... Oui, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu à la librairie. Merci de votre accueil. Eh bien, c'était avec grand plaisir qu'on vous a reçu. Voilà, donc en fait, j'ai pas du tout présenté les livres au départ. J'ai oublié, donc je vais le faire maintenant. Mais donc vous avez écrit notamment 2 livres. Alors ça, ce sont les 2 derniers qui sont sortis. Oui. Donc La souffrance désarmée qui a reçu le prix de spiritualité l'année dernière. Bonjour vieillesse qui est sorti là cette année. Et donc un livre aussi sur les femmes de la Bible. Oui. Et un autre petit livre de prière. Voilà. Que dire encore ? Voilà, ça sera retransmis sur RCF lundi 18h40. Voilà. Et donc pour nous, on était très heureux de pouvoir parler de vous avec ça, de pouvoir un peu aussi parler de la bipolarité qui n'est pas une maladie évidente. Oui, c'est pas une maladie connue. évidente. Oui, mais enfin, moi je vois là depuis 2 ou 3 ans, c'est en train de remonter à la surface. Il y a eu des numéros de revues spéciaux. Ouais. Oui, on en parle quand même beaucoup. Il y a aussi le gros avantage de ce nouveau terme qu'on emploie maintenant et qui n'était pas employé avant, dans les cas les plus graves, on parlait de psychose maniaco-dépressive. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis maniaco-dépressif. T'as vachement envie de dire ça. Donc, déjà, bipolaire, c'est quand même un peu plus agréable à porter. Ça pourrait même devenir, par certains, quelquefois, une maladie un peu à la mode. Hein, ça fait chic, puis on est tous plus ou moins bipolaires. Moi, je veux bien échanger mes hauts et mes bas contre ceux de tout le monde. Hein. Ça, j'échange tout de suite sans problème. Bon, c'est une maladie dont on commence à parler et c'est important parce que tout ce qui relève de tout ce qu'on appelait autrefois les maladies mentales, il y a quand même encore de gros tabous. C'est des maladies qui ont été longtemps invisibles. Hein. Donc, quand vous êtes malade de ce genre de choses, vous avez du mal à en parler. Vous ne pouvez pas en parler parce que les gens sont pas... Le terrain n'est pas préparé pour que les gens puissent en entendre parler dans votre milieu de travail. Donc, moi, il y a eu une période où je me disais, moi, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré un bon cancer. Au moins, j'aurais pu m'en plaindre. Alors que là, il faut se bagarrer, et il faut se bagarrer incognito. Donc ça fait un peu double tarif, quoi. Donc c'est bien qu'on en parle, c'est bien que ce soit connu, et puis c'est bien aussi que ce soit connu parce que c'est une maladie qui a un retentissement très important sur l'environnement immédiat. Et toutes les associations d'aide aux bipolaires sont des associations d'aide aux bipolaires et à leurs proches. Parce que les proches ont besoin de connaître la pathologie pour accompagner la personne et puis pour encaisser tous les dégâts collatéraux qui ne manquent pas de se présenter. C'est une maladie très violente et très destructrice. Oui. Et est-ce que nous savons comment elle se déclenche, cette maladie ? Est-ce qu'il y a des... Alors, est-ce que nous savons comment elle se déclenche, la maladie ? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que c'est une maladie qui est longue et difficile à diagnostiquer. J'ai lu dans une revue qu'il faut environ une 10aine d'années pour poser le diagnostic. Là, ça va peut-être s'arranger à partir de maintenant, mais comme c'est une maladie psychique, il y a une telle intrication entre le comportement et la fragilité que, avant d'avoir démêlé les deux, il peut se passer du temps avec pas mal d'effets négatifs. Donc ça, c'est une chose. Je crois pouvoir résumer correctement les choses en disant que il y a une part héréditaire. Moi, il y a des antécédents de neurasthénie, de dépression, de suicide des deux côtés, du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc, dans ma famille, quand on tombe malade, on tombe souvent malade nerveusement. Hein, donc, il y a une prédisposition, mais c'est pas non plus une fatalité. Après, il peut y avoir des facteurs liés à l'histoire personnelle du sujet, de la personne malade. Donc moi, j'ai mis 10 ans de ma vie à essayer de reconstituer ce qui m'était arrivé. Donc pendant longtemps, j'ai cru que j'avais été la victime d'un infâme salopard et que j'avais fait un blackout sur un traumatisme qui me serait arrivé, puis qu'après j'aurais mis comme barbe bleue dans le cabinet noir. Et puis pas du tout. Et en réalité, le résultat des courses au bout de 10 ans de travail, pendant lequel j'ai pu aussi grandir un petit peu et mûrir, c'est que vraisemblablement,
mais c'est pas la seule cause. Quand j'étais bébé, j'ai vécu, alors que j'avais pas encore le langage pour apprivoiser ce que j'éprouvais, mais j'ai vécu les soins que me donnait ma maman avec une telle intensité que ça a pris quasiment dans la perception subjective que j'en ai eue, l'envergure d'un viol. C'est-à-dire que voilà, j'ai été tellement fusionnelle avec ma mère que ça a été intolérable, et que ça a été intolérable comme si la barrière de l'inceste avait été franchie alors que ce n'était pas le cas. Donc il peut y avoir des éléments de ce genre qui peuvent varier d'un sujet à l'autre. Et puis moi, quand j'ai eu terminé l'analyse, je me suis rendu compte que j'avais fait tout ce que je pouvais en la matière, mais que je pouvais continuer d'avancer. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la part spirituelle de la guérison, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'aurais envoyé tout le monde chez le psychanalyste en disant ils sont tous malades, ils ne se rendent pas compte, mais allez vous faire soigner. Et puis après, je me suis dit quand même, non, l'analyse, c'est pas pour tout le monde. Il faut une aptitude à verbaliser, il faut une certaine forme d'intelligence ou de sensibilité. Puis c'est long, puis c'est coûteux, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis ce que j'ai fini par découvrir, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt, c'est qu'il y a quelque chose de plus démocratique que la démocratie, c'est l'évangile, et que en se confiant au Seigneur, on peut, sur le chemin de la guérison, faire des projets qui ne coûtent pas le prix d'une thérapie, et qu'il y a vraiment, sur ce plan-là, une avancée, des progrès qu'on peut faire. Et en réalité, moi je pense que la médecine a beaucoup à apprendre de la démarche spirituelle, qui est une démarche de guérison, qui qu'on soit, et même si on n'est pas étiqueté malade pour la Sécu. Mais ça remplacera jamais. Enfin, je veux dire, ça se complète avec une thérapie. Ça se complète. Quelquefois, ça ne suffit pas, mais quelquefois, dans l'expérience que j'en ai eue, moi, ça m'a permis d'aller plus loin, d'aller au-delà, et de trouver un chemin de traverse dont j'ai le sentiment qu'il est vraiment ouvert pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai, que y a un chemin. Il y a un chemin et il gagne à être connu. Oui, mais parce qu'il peut y avoir un petit travers catho en se disant Jésus va tout guérir, je vais surtout pas avoir un thérapeute, ça sert à rien. Bien sûr, si c'est une fuite en avant ou si c'est une manière de se voiler la face, c'est pas la peine. Par contre, si vraiment on a fait éventuellement avec l'aide d'un thérapeute le travail de ménage intérieur préalable indispensable, c'est vrai que ce soit pendant la thérapie dans laquelle on s'est engagé ou après, ou les deux, voilà, c'est quelque chose d'important et qui peut permettre de vraiment sortir du cercle infernal de la répétition indéfinie de la souffrance, quoi. Voilà. Pensez-vous qu'il soit... parce que j'ai un ami, le diagnostic a été posé, il avait près de 50 ans. Donc il a vécu avant, dans ces phases comme ça terribles. Et pensez-vous qu'il soit possible de vivre comme ça pendant 50 ans sans qu'un diagnostic soit posé alors qu'il a fait des tentatives de suicide, des choses comme ça? Pensez-vous qu'il soit donc possible, je répète juste la question, pensez-vous qu'il soit possible de vivre pendant 50 ans sans poser de diagnostic? C'est bien ça ta question? Oui, malheureusement c'est monnaie courante. Moi j'ai un de mes amis, un des lecteurs qui est devenu un ami, qui a été diagnostiqué bipolaire l'année dernière et qui a mon âge. Donc effectivement, c'est tout le problème des maladies psychiques, c'est que le diagnostic est très difficile à poser, et il est d'autant plus que si l'entourage n'est pas averti. Moi, j'ai eu la chance de tomber malade quand j'avais 25 ans. Je suis tombée malade alors que j'étais élève à l'École normale supérieure de Fontenay, où ce genre de choses arrive régulièrement, parce que la bipolarité va quelquefois avec une intelligence et une sensibilité qui peuvent faire qu'on ait des sujets brillants. Et donc la directrice de l'école, quand elle a vu ce qui se passait, elle m'a dit: Véronique, je vous envoie voir quelqu'un qui a l'habitude de ce que vous êtes en train de traverser, qui va pouvoir vous aider. J'aurais été étudiante lambda,
en dehors de cette école, je serais peut-être encore dans la nature. Donc ça, c'est difficile et c'est aussi pour ça qu'il est important que la maladie soit connue de manière à ce que les familles puissent être alertées, puissent être vigilantes et se dire « Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là ?» Et puis, il y a aussi le très gros problème de tous les bipolaires qui ne veulent pas l'être, qui sont dans le déni de la maladie, qui refusent d'admettre qu'ils sont malades. Ça, c'est vraiment un drame. C'est un drame. Moi, une de mes meilleures amies, son frère est bipolaire. Il n'a jamais voulu admettre son état. Il ne prend pas de médicaments. Il est à la charge de ses parents. Il a bientôt 50 ans. Il sera à la charge de ses parents jusqu'à la fin. Donc c'est une maladie qui est vraiment difficile parce que aussi l'entourage est mis à rude épreuve. Donc quelquefois l'entourage déclare forfait. Il dit écoute, tu te démerdes tout seul, c'est pas possible. On peut pas t'accompagner en encaissant des coups à longueur de journée, c'est pas possible. Sans compter quelquefois les problèmes financiers, parce que dans les épisodes délirants, ce qu'on appelle les épisodes maniaques, il peut y avoir aussi des folies dépensières. Moi, je suis allée faire un voyage au Québec l'année qui a suivi ma sortie de l'hôpital. J'ai dépensé en un mois de salaire, en un mois de temps, au Québec, l'équivalent d'un an de salaire. Quand même. Alors, j'ai un papa adorable qui a essuyé la dette. On a fait un petit contrat pour rembourser. Bon, j'ai jamais tout remboursé, évidemment. Mais j'ai confondu ma carte lait avec une baguette magique. J'entrais dans tous les magasins. Dès que je voyais un truc, une vraie pie, dès que je voyais un truc qui brille, j'entrais, je dis je le veux. Je suis revenue, j'ai rapporté. Je suis arrivée à l'aéroport avec 17 sacs et valises. Parce qu'entre-temps, j'ai racheté des valises pour mettre tout ce que j'avais acheté. Donc je me suis acheté une robe du soir, je me suis acheté une douzaine de chapeaux, une quinzaine de chaussures, dont des chaussures en fausse panthère. Je me suis acheté de la lingerie de luxe, des collants pour mettre en valeur mes jambes, alors que pendant des années, je m'étais comportée comme une petite fille sage qui a reçu une bonne éducation catholique et a été cheftaine et qui n'ose pas montrer ses jambes. Alors là, j'ai montré mes jambes. Voilà. Donc, vous imaginez, donc ça a un côté drôle. Chaque fois que je raconte cette histoire, tout le monde est plié. N'empêche que je reviens à ce que je disais au début, épisode délirant, il m'a fallu 1 an pour m'en remettre. Donc, alors c'est effectivement le côté extravagant. Il y a eu quelques années un film avec Richard Gere, qui décrivait ce côté effectivement très fantasque, très exubérant. Il y a beaucoup de bipolaires qui sont extrêmement créatifs. Voilà, donc il y a un côté grandiose. Les bipolaires, on aime le grandiose, donc voilà, ça a quelque chose de fascinant. Mais bonjour les dégâts. Donc c'est problématique. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je m'en sors bien maintenant, c'est aussi que je suis tombée malade jeune. Ça a été une chance énorme dans ma vie parce que à la fois ça m'a permis de faire des choses belles, intéressantes, gratifiantes. Alors que quand on tombe malade à la cinquantaine ou à la soixantaine, c'est pas évident. On n'a pas la même énergie pour affronter la difficulté. Et j'en profite aussi pour dire quelque chose d'important, c'est que il n'y a pas seulement un nouveau nom qui a été donné à la maladie, il y a aussi une évolution des diagnostics. C'est-à-dire que pendant très longtemps, des personnes qui étaient diagnostiquées dépressives chroniques sont maintenant diagnostiquées bipolaires avec seulement des phases basses. Voilà, donc il y a vraiment eu aussi un progrès du point de vue de l'appréhension scientifique de la maladie. Mais est-ce que c'est nécessaire que ça aille jusque-là ? Parce que est-ce que le dépressif chronique, parce qu'il n'y a pas forcément les phases... Il n'y a pas les phases hautes, mais si vous voulez maintenant, des gens qui étaient diagnostiqués dépressifs chroniques autrefois et qui ont donné que des antidépresseurs, maintenant leur traitement n'est plus le même, parce qu'ils diagnostiqués bipolaires avec seulement des phases basses, ils ont aussi des médicaments, comme moi j'en prends, qui sont des antipsychotiques, qui sont des neuroleptiques, et qu'ils n'avaient pas avant. Moi, j'ai l'exemple aussi d'une personne dans la famille de ma belle-sœur qui était considérée dépressive chronique, qui a été diagnostiquée bipolaire il n'y a pas très longtemps et qui maintenant a une nouvelle pharmacopée. Elle a plus le même traitement qu'avant. Donc ça change aussi la manière de soigner la maladie. Mais est-ce que c'est nécessaire d'en arriver jusque-là dans le traitement chimique ? Est-ce que c'est nécessaire ? Parce que ça me semble très important. C'est comme si on passait une marche
supérieur, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas un abus ou est-ce qu'il... Voilà. Enfin, moi, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'à là dans le traitement, dans le traitement thérapeutique, chimique, oui. médical. Dans le traitement médical? Alors, c'est une des grosses difficultés. C'est-à-dire que le danger maintenant, comme on parle beaucoup de bipolarité, c'est que les médecins tombent dans la facilité de diagnostiquer bipolaire le premier venu. J'ai une de mes très bonnes amies qui a une 60aine d'années, qui a eu le grand courage de réclamer une hospitalisation. Ah ben, le jour où elle est arrivée, hop, bipolaire, traitement à la clé. Et là, elle est en train de me dire, non, écoute, non, ça va pas, moi, je vais arrêter les médicaments. Alors, c'est pareil, moi, pendant très longtemps, je pensais que les bipolaires qui prenaient pas de médicaments étaient des vilains enfants passage, et que moi, je faisais exactement ce que me disaient les médecins. Ben, je suis obligée je suis obligée, puis je le fais volontiers, je le reconnais maintenant de plus en plus, parce que j'en croise, il y a beaucoup de bipolaires qui vivent très bien sans médicaments. Alors, les médecins ont tendance à dire, eh ben non, il faut faire ce qu'on vous dit. Mais alors soit c'est qu'ils ont été diagnostiqués bipolaires et qu'ils ne le sont pas, soit qu'ils se sont stabilisés et qu'ils n'en ont plus vraiment besoin. Enfin, on est quand même dans le flou et tous les médecins ne sont pas d'accord. Et enfin, il y a tous les cas de figure. C'est-à-dire, il y a le cas de figure des gens qui vont vraiment avoir besoin de ce complément ou de ces autres médicaments et qui vont être mieux soignés en étant soignés comme bipolaires avec seulement des phases basses que quand ils étaient seulement dépressifs. Il y a des gens sur lesquels le diagnostic ne va pas être correct. Il y a des gens qui vont décider que je considère que je me fie d'abord à ce que je ressens et à ce que je désire, et qui vont prendre des libertés par rapport au traitement ou au diagnostic donné par le médecin, et qui l'assument, et il y en a qui l'assument très bien. Ça, c'est un discours que certains médecins ne veulent pas entendre, mais c'est vraiment très compliqué. Très compliqué, parce que c'est pareil, quelqu'un qui est cardiaque, il va jamais se poser la question, j'arrête les médicaments, sinon tout le monde va penser que je suis drogué, que je suis addict aux médicaments. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'ajustages, et je connais aussi des bipolaires pour qui c'est vraiment un problème de prendre une substance chimique, et je leur dis, tu serais cardiaque, tu ne te poserais pas la question, le médicament, tu le prendrais. Donc, il y a toute la difficulté des maladies psychiques où on n'a pas la même perception de ce qu'il faut faire ou pas du point de vue sur le plan de la chimie. Hein, et ça a quelque chose aussi très perturbant quand on est malade. Moi, j'ai fait un baby blues absolument catastrophique après la naissance de ma fille Laure. J'ai été hospitalisée à Sainte-Anne pendant 2 mois. Et j'ai fait une expérience qui a été très troublante pour moi et qui m'a même pendant un certain temps fâchée avec le bon Dieu. J'ai vu en l'espace de 15 jours les effets de l'antidépresseur sur le cours de mes pensées et sur le contenu de mes pensées. C'est-à-dire que j'avais passé plusieurs semaines à broyer du noir, à tout voir à la catastrophe, à être le désastre total, quoi. Vraiment, je broyais du noir. Et en l'espace de 15 jours, j'ai vu l'effet d'une substance chimique sur ce que je croyais être la partie la plus intime de ce que je suis, mes pensées. Donc, c'est pas seulement que je ne ruminais plus, mais non seulement je ne ruminais plus, donc non seulement le cours de mes pensées avait été changé, mais le contenu de mes pensées avait été changé. Alors, j'allais mieux. Donc c'était bien, je voyais plus les choses en noir et j'étais capable d'appréhender la vie de manière à peu près équilibrée et normale. N'empêche que constater sur soi, vous voyez un petit peu l'expérience, eh ben, je vous assure, c'est très très dérangeant. Très dérangeant. Et je pense que dans les bipolaires, il y en a qui ne veulent pas faire cette expérience-là et on peut leur donner raison parce que on peut avoir le sentiment que c'est une intrusion dans l'intériorité, dans le fort intérieur, qui est aliénante, même si on en retire un bénéfice sur le plan de la santé et de l'état moral, on peut très bien dire non, moi je veux pas accepter ça. C'est difficile, c'est compliqué. Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une question, mais juste de dire que c'est intéressant en fait parce que vous,
la bipolarité, c'est un gros tabou, quoi. Hein. Les gens n'en parlent pas, ne peuvent pas dire qu'ils sont malades. Et là, vous l'affichez, quoi. Et ça, c'est formidable. Et merci pour ça. Merci d'être là aussi pour que je puisse le partager avec vous. Mais vous voyez, c'est aussi tout bête. Moi, pendant des années, j'ai eu honte aussi. Donc, à la fac, si on me demandait des comptes, je disais que j'étais dépressive. Ça, c'est l'étiquette pratique. Voilà, la dépression, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Comme il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, c'est une maladie normale. Et en fait, maintenant, je dis que je suis bipolaire depuis que j'ai accepté que j'étais malade. Donc, depuis 3 ans, depuis que je vais mieux. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un, il sait dans le quart d'heure que je suis bipolaire. C'est même pas que je l'affiche, c'est moi. Ça fait partie de moi. J'ai les yeux noisettes, j'ai les cheveux châtains et je suis bipolaire. Et est-ce que les gens ont changé de regard par rapport justement à ce que... Alors, je ne sais pas si vous avez vu... Est-ce que les gens ont changé de regard par rapport à vous ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y a eu un film, je ne sais pas, c'est pas La fiancée du capitaine, c'est un nom comme ça, c'était une histoire pendant la guerre, un homme qui avait été complètement défiguré. Et le médecin ou une infirmière lui avait dit... Le jour où tu auras accepté ton visage défiguré, les autres l'accepteront aussi. Et c'est exactement ça. Et personne ne s'est jamais moqué de moi. Et les amis que vous aviez avant, par exemple, n'ont pas changé de regard par rapport à vous ? Ah ben, oui, pardon. Et les amis que vous avez avant n'ont pas changé de regard par rapport à vous ? Les amis, en fait, avant de tomber malade, j'avais pas d'amis. Mes amis sont devenus mes amis alors que j'étais bipolaire. Vous voulez dire avant de tomber malade, après cette prière d'être oui, c'est ça. Rentré à l'hosto. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant toutes les années où je me suis enfermée dans mon bunker, j'avais pas d'amis, je bossais et je me maintenais la tête hors de l'eau avec le boulot. Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Et quand j'ai été hospitalisée, j'avais 2 camarades à l'école qui sont venus me rendre une visite parce que voilà, j'étais malade et donc elles ont vu qu'il y avait personne d'autre et elles sont devenues mes amies comme ça. Donc mes amis, ils le savent depuis le début. Et mon amie Colette, qui s'appelle Lucienne dans le livre, c'est ma gentille petite fan de toujours qui a lu tout ce que j'ai écrit. Colette est devenue mon amie parce qu'effectivement, quand je suis tombée malade, les amis qu'on avait alors n'ont pas réagi. Et Colette est venue vers moi avec ses 80 ans et m'a dit « Véro, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et voilà, et Colette est devenue mon amie en venant vers moi et en rompant le silence dont tout le monde avait entouré ce qui m'arrivait parce que les gens savent pas, parce que les gens ont peur, parce que les gens... Voilà, c'est pas facile aussi de voir quelqu'un qui a le visage vitreux à cause de l'aldol, qui a le corps tout raide à cause du neuroleptique, qui voit bien que ça tourne pas rond. Enfin, c'est pas facile d'aller vers quelqu'un en souffrance. Et les enfants ? Alors les enfants, ça c'est une question aussi, parce que avant d'avoir des enfants, j'avais un psychiatre que je ne pouvais plus voir en peinture, donc à un moment donné je suis allée voir un autre psychiatre, qui sur le moment a eu l'air plus sympa, plus cool, mais qui m'a dit... écoutez, on vous laissera, il a dit ça comme ça, hein, on vous laissera peut-être avoir un enfant, mais il faudra vous estimer heureuse. Alors, il y avait quand même un problème aussi un peu difficile à ce moment-là, c'est qu'il y a certains médicaments pour soigner la bipolarité qui sont tératogènes quand la patiente est enceinte. Donc, ça veut dire qu'il faut interrompre le médicament avant de tomber enceinte pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec le bébé. De malformation. De malformation. Donc, le médecin m'avait dit... Si on interrompt une fois, ça sera bien, mais 2 fois, ça sera sans doute pas possible. Donc moi, quand le psychiatre s'est permis une telle ingérence dans ma vie privée, j'ai dit, écoute mon coco, tu peux penser ce que tu veux, mais je ne refoutrai pas les pieds chez toi. C'est quand même pas toi qui vas décider le nombre d'enfants que j'aurai. Alors, j'ai été un peu étonnée il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu une personne aussi qui était là pour une conférence, et qui m'a dit, mais c'est incroyable que vous ayez pu avoir des enfants, ou que vous ayez pu vous marier, ou que vous ayez pu avoir votre boulot avec cette maladie. Ben oui, voilà. Alors, c'est vrai que c'était pas forcément très facile parce que je savais qu'il y avait une part héréditaire et que je pouvais léguer ce fardeau
absolument terrible à mes enfants. Mais c'est la vie qui est plus forte et puis l'amour aussi. Donc on a fait le pari avec mon mari. On en aurait bien eu 3 si ça avait été possible, mais après la naissance de Laure, ça a été vraiment trop dur. Et puis j'avais passé l'âge, parce que j'ai eu mes filles à 35 et 37 ans. Alors, nos petites louloutes, elles ont grandi avec une maman qui est malade. Donc pour elles, ça fait partie du décor. Notre fille aînée est très sensible, très réactive. Donc, il y a des fois, j'ai un peu la trouille. Je me dis, c'est pas possible, elle va pas... Voilà. Et puis, ça a été une inquiétude pour moi. Et maintenant, ça ne l'est plus. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à Claire et s'il s'avérait un jour que tu étais bipolaire. Et elle m'a répondu, maman, je serais bipolaire. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Elle m'a dit, je lui ai juste posé la question et elle m'a dit, mais maman, dans ce cas-là, je serais bipolaire. Et je lui ai dit après, écoute, à la limite, si tu l'étais, tu aurais au moins la chance que la maladie est bien connue dans la famille. Et tu sais, avec les antécédents de ta mère, que même si le chemin est caillouteux et éprouvant pendant des années, il y a une issue. Et ça ne veut pas dire non plus que pendant les années de bagarre, on n'a pas vécu. Parce que moi, j'ai aimé me bagarrer aussi. J'ai été heureuse de me bagarrer. J'ai été heureuse de ce corps à corps avec la vie, de ce combat avec l'ange. Et je pense que j'ai un côté très énergique, très combatif. J'ai un vieux slogan pour la vodka Smirnoff que j'ai toujours adoré et qui résume assez bien ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une bonne dizaine d'années d'âge. Ce slogan, c'est à propos de cette vodka, ça gifle, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Merci pour ce mot de la fin qui va bien avec les couleurs du Québec. Et merci beaucoup d'être venu. Merci. Très merci. Heureuse c'est un bon moment avec vous. Merci. Et merci à vous aussi, cher public. D'avoir été nombreux à Ouais. Oh yeah. Allez. Et donc tout ça, c'était à la librairie Siloé. Ah, il faut le dire. Il faut le dire, hein.